Bien, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, lors du débat d'orientation budgétaire, je vous ai indiqué que dans le contexte particulièrement difficile que traverse notre pays, face à la crise énergétique, retour de l'inflation, nous avons un double objectif: protéger les Côtes d'Orient, en particulier les plus fragiles, et garantir un niveau d'investissement qui permette de continuer à préparer l'avenir. Le budget que je vous propose aujourd'hui s'inscrit résolument dans cette double exigence. Oui, il nous faut faire face à la montée des précarités, être solidaires de ceux qui souffrent. Et on l'a vu ces derniers mois, la précarité ne touche pas simplement ceux qui sont au bord du chemin. Elle frappe aussi les classes moyennes, ceux qui travaillent. Et donc, pour la première fois, notre budget solidarité dépassera les 330 millions d'euros. 330 millions d'euros. C'est bien la marque de notre engagement solidaire pour permettre à chacun de nos compatriotes de passer cette crise violente. Bien sûr, nous ne pourrons pas tout, et nous ne pouvons pas tout. Nous ne pourrons pas jouer le rôle de bouclier énergétique qui relève de l'État. Nous ne pourrons pas non plus intervenir sur un certain nombre de domaines, notamment ceux qui relèvent de l'économie de proximité, qui est en souffrance, et je le regrette profondément. Mais nous ferons tout ce que la loi nous permet d'engager pour être aux côtés des familles, pour être aussi aux côtés des familles d'artisans, de boulangers, de bouchers, de charcutiers, comme nous le faisons pour l'agriculture. Pour preuve, notre engagement dans la mise en œuvre du groupement de prévention agréé que préside Rémi Seguin, c'est en quelque sorte la transposition auprès des artisans et commerçants de notre dispositif Faire face ensemble à destination des agriculteurs et de leurs familles. Oui, les aider à faire face. J'ai demandé aux services que je tiens à remercier d'être au plus près des familles pour individualiser les réponses et éviter l'accélération des difficultés. Parce que chacun sait bien que c'est sur le terreau des difficultés que se nourrissent les violences qui traversent notre société. Violences faites aux femmes, violences faites aux enfants notamment. Nous allons continuer de travailler donc sur l'individualisation de la réponse sociale pour aider chacun à s'en sortir et ainsi prévenir cette accélération. Nous devrons aussi continuer d'innover dans la prise en charge de nos enfants, la prise en charge de nos jeunes qui doivent être protégés, pour accompagner aussi les handicapés qui doivent continuer de trouver leur place dans cette société fracturée, pour accompagner aussi nos aînés dans leur choix de rester chez eux tant que la situation le leur permet et favoriser d'un mot l'autonomie. Il faudra aussi innover pour favoriser le retour à l'emploi, car en même temps que nous connaissons cette crise lourde, il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Nous connaissons actuellement une nouvelle augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Mais il n'est pas normal d'avoir 10 130 bénéficiaires du RSA, 18 000 demandeurs d'emploi et dans le même temps 40 000 postes vacants dans les métiers en tension en Côte d'Or. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité engager le département dans l'expérimentation souhaitée par le gouvernement, l'expérimentation France Travail, en copilotant avec Pôle emploi les initiatives qui doivent permettre de favoriser le retour au travail et à l'emploi. Cela passe par l'application stricte du juste droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Je le pense, nous serons retenus pour cette expérimentation. Je la souhaite partenariale entre l'État et le département. Les annonces de ce département qui seront expérimentateurs devraient être connues demain sans doute. Je coprésiderai personnellement avec Emmanuel Coin cette expérimentation car elle est au cœur du pacte républicain. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas de réussite collective sans engagement personnel de chacun de nos compatriotes, un engagement à s'en sortir et notre responsabilité, c'est de les accompagner sur ce chemin. Vous savez, nous serons face en 2023 en particulier à de grands défis. Le défi de la crise a passé, je viens de l'évoquer, mais aussi des défis qui sont liés à l'énergie, au changement climatique, à ses conséquences. Et nous serons, avec notre budget, au rendez-vous de ces mutations. Notre volonté, vous l'avez compris, c'est d'agir pour ne pas subir. S'agissant du changement climatique et de ses conséquences, nous allons porter un effort supplémentaire de plus de 6 millions d'euros au total, investissement et fonctionnement au service départemental d'incendie et de secours, cher Hubert Polo. Notre contribution au fonctionnement du SDIS va être portée à 21,2 millions d'euros en 2023. C'est un effort sans précédent. Pratiquement en 3 ans, nous avons augmenté de 25% la contribution du département
au service départemental d'incendie et de secours. Et j'ai demandé au contrôleur général de continuer de travailler sur la recherche de l'efficience, car tous nos services devront rechercher à mieux fonctionner de manière beaucoup plus exigeante, même si effectivement, je le répète, nous allons être confrontés à de nouveaux défis liés notamment au changement climatique et aux feux de forêt que nous avons connus et pour lesquels il faut qu'on ait des équipements complémentaires. C'est dans cet esprit que nous avons pris en charge nous-mêmes, départements, pour le compte du SDIS, 5 millions d'euros en engins et matériel de protection et de lutte contre les feux de forêt qui seront prépositionnés territorialement. Dans ce domaine, je souhaite aussi qu'on soit extrêmement proactif avec nos services pour protéger nos forêts, c'est-à-dire dans leur entretien également pour éviter la propagation du feu. Et donc nous travaillerons bien évidemment avec l'Office national des forêts pour ce qui concerne les forêts domaniales et les forêts communales. Nous travaillerons avec les maires et je n'oublie pas les forêts privées pour lesquelles il y a un parcellaire qui nécessite d'avoir une vision partagée avec les propriétaires, notamment les petits propriétaires. Évidemment, on a la question du changement climatique, il y a la question de l'eau. Dans ce domaine, je me réjouis de la position de l'État qui désormais encourage un rapprochement dans la perspective d'un syndicat départemental de l'eau, comme l'a indiqué le préfet de région devant les maires, à l'image de ce qui s'est fait pour le Siseco. C'est une démarche d'avenir qui sera la garantie d'un développement équilibré de nos territoires, de la préservation notamment de notre agriculture. Dans ce domaine, je souhaite qu'on sorte des postures, je souhaite qu'on sorte du chacun pour soi, car chacun doit avoir conscience que l'accès à l'eau est un droit universel. Notre budget témoigne de notre volonté de préserver notre environnement au sens large du terme. Nous avons reçu cette planète en héritage et nous devrons la transmettre à nos enfants. Là aussi, bien sûr, nous ne pourrons pas agir seuls. L'État est en premier. La région, qui a un pouvoir de prescription dans les schémas, doit aussi apprendre à travailler mieux avec les départements. Parce qu'il n'y a pas de préservation de nos espaces sans soutien à notre agriculture. Et donc c'est incompréhensible, je mettrai d'ailleurs un rapport en urgence, que la région veuille nous empêcher, département de Bourgogne-Franche-Comté, d'agir pour soutenir la diversification agricole et veut nous contraindre à ne cofinancer que les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Cela voudrait dire d'abandonner des pans entiers de nos interventions, de notre action en agriculture, et notamment et en viticulture, de l'ordre d'1,5 million d'euros que nous ne pourrions plus financer par an. Et donc hier, on avait été empêché, vous vous souvenez, par la région de travailler sur la reproduction génétique de l'élevage bovin à l'étang. Demain, ça pourrait concerner l'élevage ovin, comme la diversification. Alors je souhaite que le dialogue se poursuive avec la région et je l'appelle de mes vœux, au moment où la région fait elle-même le constat qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place une marque régionale. Je viens d'avoir une information adressée à l'ensemble des acteurs contribuant à la marque de produits. Donc, elle reconnaît implicitement que les marques départementales, à l'instar de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or ou Made in Jura ou d'autres, sont les plus à même de favoriser les circuits locaux, d'organiser les filières. Donc, je lance un appel à la région. Travaillons ensemble dans le respect de nos diversités. C'est le vœu que je forme pour cette session budgétaire. Dans le domaine énergétique, le budget 2023 marque une étape importante dans la transition que nous avons engagée depuis des années. Nous avons voté, vous vous en souvenez, en octobre, un plan pour intensifier et accélérer les actions entreprises depuis une dizaine d'années, je vous l'ai dit. Nous avons engagé des efforts de sobriété supplémentaires. Évidemment, chacun doit se sentir responsable pour éviter les coupures et les ruptures d'approvisionnement. Le budget 2023 verra la poursuite de notre plan de transition énergétique et environnementale Côte d'Or 2030. Ça concerne nos bâtiments, ça concerne aussi nos collèges publics, à travers notamment un marché global de performance énergétique. L'objectif, c'est d'économiser de l'ordre de 10% notre énergie. Nous allons engager un vaste plan aussi de réorganisation bâtimentaire qui permettra de mieux répondre aux enjeux de sobriété énergétique et de réorganisation spatiale de nos services pour faire face aux transitions énergétiques et numériques comme aux enjeux de développement durable, tout en garantissant notre présence territoriale à la ville comme à la campagne. Nous allons consacrer l'année prochaine 300 000 € pour la mise en œuvre de notre plan 1000 arbres Collège Côte d'Or, avec la réalisation de travaux de végétalisation et de désimperméabilisation
des sols dans les cours des collèges publics. Nous allons engager une accélération historique de nos investissements énergétiques avec le lancement de notre grand plan Côte d'Or solaire. Nous allons engager un projet expérimental d'autoconsommation électrique d'un collège par la production d'hydrogène à partir de panneaux photovoltaïques. Enfin, nous allons lancer, en tout cas nous y travaillons avec le CICECO, une société commune pour équiper l'ensemble de notre parc immobilier de panneaux solaires. Je pense en priorité à nos ateliers de la zone Cap Nord ou encore notre parcelle de maraîchage à Périgny-les-Dijon, avec la possibilité que nous allons étudier d'équiper notre futur bâtiment et le bassin d'irrigation pour limiter les phénomènes d'évapotranspiration. Les données sont simples. Partout où nous pourrons produire de l'énergie renouvelable, à partir du solaire notamment, nous le ferons pour être moins dépendants de la conjoncture avec des chocs de prix et d'approvisionnement que nous connaissons aujourd'hui. Je le rappelle simplement, mes chers collègues, nos factures d'énergie vont passer dans le département de la Côte d'Or de 4,5 millions d'euros avant la crise à 11 millions d'euros l'année prochaine. 6 millions d'euros de dépenses supplémentaires d'énergie qui viennent peser sur le budget 2023. Mais c'est dans la tempête qu'il faut garder le cap pour ne pas se laisser emporter par la vague. Et dans l'action, on ne doit pas simplement se demander ce qu'il va advenir, mais plutôt ce qu'on veut qu'il advienne. Et dans cet esprit, nous allons continuer d'investir. Nous allons consacrer au total 13,5 millions d'euros à notre patrimoine immobilier départemental, y compris les collèges. Nous avons un autre défi qui est devant nous, c'est celui du défi numérique. J'ai fixé comme cap une réorganisation de nos services pour faire face ensemble à cette formidable révolution numérique et digitale avec une grande direction du numérique qui va reposer sur 3 piliers. La gestion de nos réseaux et de notre fibre, dont j'espère que la fin du déploiement rapide. D'ailleurs, je reviendrai devant vous, j'ai missionné un audit pour connaître les raisons exactes du retard et d'imposer les pénalités aux entreprises qui n'ont pas été au rendez-vous. Et donc, je pense que je le ferai au mois de février. Deuxième pilier de cette réorganisation de nos services numériques, c'est la modernisation et la sécurisation de nos services informatiques internes. Nous devons poursuivre cet effort de dématérialisation, en même temps aussi de prévenir des cyberattaques. Vous avez vu, plusieurs départements ont été attaqués ces dernières semaines, avec des conséquences extrêmement lourdes, c'est que toute l'activité s'arrête. Donc évidemment que nous devons sécuriser nos parcours et continuer de le faire. On a eu un rendez-vous d'ailleurs récent, président du département de France et présidente évidemment, avec le secrétaire général de la Défense nationale et la direction de la sécurité intérieure pour examiner toutes les mesures de protection pour faire face à ces attaques qui sont souvent assorties de demandes de rançon. Le troisième pilier de cette direction numérique, c'est la mise à disposition des communes et communautés de communes d'une offre de services, puisque vous le savez, nous avons décidé de nous retirer de l'agence régionale. Et puis enfin, évidemment, il y a la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire permettre l'accès au numérique de l'ensemble de nos compatriotes. 40% d'entre eux se sentent mal à l'aise avec le numérique et l'outil informatique. Nous allons adresser d'ailleurs très rapidement un questionnaire à l'ensemble des maires pour savoir, pour qu'ils nous précisent l'offre de services numériques qu'ils souhaiteraient voir offerte dans les mois qui viennent. Et donc, on recensera les besoins pour offrir un bouquet de services qui soit adapté à la fois sur la dématérialisation, la protection des données, la lutte contre l'électronisme et bien sûr aussi la vidéoprotection pour ceux qui le souhaiteront. Ça va être un investissement important, il est majeur. Je vous propose d'investir 19 millions d'euros sur la période 2023-2027 pour la mise en œuvre du plan de transformation numérique, donc qui vise à accélérer la transformation numérique et digitale de notre département. En 2023, évidemment, vous le savez, c'est un choix que nous avons fait qui restera pendant toute la durée du mandat. Nous resterons aux côtés des communes. Là aussi, le maître mot, je crois que ce sera celui de la cession. Le maître mot, c'est celui de solidarité envers les communes. Nous allons la mise en place concrète et budgétaire de notre plan Marshall, d'un montant inédit et historique de 150 millions d'euros sur 5 ans, pour faire émerger les projets structurants qui participent de l'attractivité et du développement équilibré de la Côte d'Or. Parce que pour nous, chaque commune compte et chacune doit pouvoir entretenir son patrimoine, y compris les plus petites d'entre elles.
Une première autorisation de programme d'un montant de 50 millions d'euros sera ouverte pour accompagner les grands projets de Côte d'Or sur la durée du plan Marshall. Une deuxième autorisation de programme de 15 millions d'euros sera également ouverte et sera renouvelée chaque année, autant que de besoin, pour soutenir les dossiers des communes qui rentrent dans les différents programmes que vous connaissez bien. Village Côte d'Or, voirie communale Côte d'Or. On continuera d'aider la voirie à même hauteur que les années passées pour les communes. Le patrimoine communal Côte d'Or, là aussi, c'est aider le patrimoine, c'est sauvegarder le visage de notre département et celui de la France. Un focus particulier sur le patrimoine protégé Côte d'Or. Et puis enfin, j'en ai parlé, transition numérique et transition écologique. Ces enveloppes permettront de couvrir l'effort supplémentaire du département en faveur des collectivités les plus fragiles. Donc, je le redis, cet engagement atteindra au total un montant inédit de 150 millions d'euros sur 5 ans. Nous soutiendrons également notre agence Côte d'Or Attractivité, dont je salue à nouveau la présidente Marie-Claire Bonnet-Vallet, à hauteur de plus de 1,8 million d'euros, afin de faire la promotion de notre beau département, qui est une destination, il faut bien le dire, idéale, à la fois pour poser ses valises un week-end, une semaine, ou pour les poser toute une vie. Agir pour l'attractivité de la Côte d'Or, c'est évidemment continuer de préserver nos paysages, continuer d'entretenir et de sécuriser nos routes, continuer de développer les mobilités douces, avec le vote d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour la mise en œuvre de notre schéma cyclable 2023-2028. Notre objectif, je le redis, ce sont 1000 km de voies cyclables à la fin du mandat. Parce que, évidemment, tout cela aussi participe du visage de la Côte d'Or que nous voulons transmettre à nos enfants. Alors, on continue d'investir aussi dans toutes les villes, y compris dans l'agglomération dijonnaise. Alors, j'ai vu que le maire de Dijon s'était ému lors du dernier conseil municipal des conditions de notre participation à la rénovation de la base nautique du lac Tyr, centre de préparation des Jeux Olympiques, que nous avons voulu lier à une gratuité d'accès des collégiens. Alors, je vais être très simple et très clair, je vais le dire simplement, là aussi, j'assume de vouloir que l'argent des Côtes d'Oriens profite à tous les Côtes d'Oriens. Je l'assume. Et j'assume aussi le fait que le département de la Côte d'Or n'a pas vocation à être un tiroir-caisse. Nous appliquons un programme qui est très clair, qui se résume à 100% Côte d'Or, que chacun se voit un avenir là où il veut vivre. Ce programme a été validé par les Côtes d'Oriens. C'est celui d'un développement équilibré entre la ville et la campagne. C'est cette vision que nous défendons. Et à l'occasion de ce budget 2023, je veux le redire, je suis attentif et je resterai attentif à tous les projets de la Côte d'Or. Tous, y compris des associations, y compris ceux portés par Dijon. Je souhaite leur réussite dès lors qu'ils rayonnent et sont accessibles à l'ensemble des Côtes d'Oriens. Aussi, Madame Konder, je vais vous retourner pour prendre conseil. Non, je ne crois pas auprès de M. Avena. Mais je voulais vous dire que je tends la main. Si le maire de Dijon souhaite que le département, je vais prendre un exemple, participe à la rénovation importante du parc des expositions de Dijon, qui est un enjeu lourd, nous le soutiendrons, à condition que cet équipement profite à 100% des Côtes d'Oriens, à condition que nos producteurs qui sont présents sur la foire gastronomique et notamment avec la ferme Côte d'Or puissent continuer de le faire, à condition que nos collégiens, comme par exemple la cérémonie des lauréats de la mention très bien, puissent continuer de se réunir là-bas, à condition que nos aînés puissent bénéficier du Salon du bien vieillir, qui est devenu un rendez-vous incontournable. C'est le même esprit que nous avons pour tous les projets de Beaune, pour les projets de Montbard, de Châtillon, de Saulieu, du Val-de-Saône, enfin, tous ces projets qui participent à l'attractivité du territoire doivent contribuer au rayonnement de l'ensemble de la Côte d'Or. Bon, comme vous le voyez, nous sommes pleinement mobilisés pour faire face à la crise, mais aussi pour continuer de construire le futur de la Côte d'Or. Alors, les dépenses d'équipement du budget, c'est-à-dire les dépenses d'investissement, vont s'élever à 81,2 millions en 2023, 80,2 millions, auxquels s'ajoutent près de 30 millions d'euros pour la fin du déploiement de la fibre, ce qui veut dire qu'au total, une nouvelle fois en Côte d'Or,
l'investissement dépassera les 110 millions d'euros à un niveau exceptionnellement élevé. Bon, c'est un effort exceptionnel que nous faisons, qui est permis dans un contexte financier qui est lui aussi exceptionnel. Je l'ai rappelé, nous avons un niveau de dépenses extrêmement élevé imposé par cette crise que nous traversons. Nous allons avoir 33 millions d'euros de dépenses supplémentaires. 33 millions. Elles sont liées à l'inflation, l'énergie, aux mesures décidées nationalement sur lesquelles nous n'avons pas la main, revalorisation des traitements, Ségur, point d'indice, qui sont certes légitimes, mais qui représentent un coût très important pour notre collectivité. Et si nous pouvons faire face dans ce contexte extrêmement fragile, c'est parce que nous nous sommes désendettés. Nous sommes désendettés de 100 millions ces dernières années, et donc ce qui nous permet de faire face. L'opposition me l'a reproché, mais moi je me réjouis que nous l'ayons fait, ce désendettement, pour avoir aujourd'hui un budget contracyclique. Car contrairement aux années de crise précédentes, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Nous n'avons plus d'autonomie fiscale. Et par surcroît, nous risquons d'avoir un choc sur les ressources du DMTO, vous savez, les droits de mutation, qui sont liés à la conjoncture immobilière. J'estime dans le budget que nous allons avoir un produit DMTO qui va chuter de 20 millions d'euros l'an prochain. Cette hypothèse me paraît très crédible et elle est peut-être même optimiste, compte tenu du contexte de renchérissement des taux d'intérêt, de difficultés d'accès au crédit de longue durée et de crise de pouvoir d'achat qui rend le climat très anxiogène. Cela dit, ça me paraît réaliste parce que ça correspond des MTO que nous avions encaissés pendant plusieurs années avant la crise, c'est-à-dire avant 2019 et entre 2017 et 2019. Bon, évidemment, nous aurons des débats récurrents. Tarif des repas dans les collèges. Là aussi, j'assume. Nous avons fait un choix de pouvoir d'achat, un choix clair de tarif bas, un des plus bas de France, de 2 € pour les repas servis dans les collèges et sans préjudice pour l'approvisionnement en produits de qualité locaux et bio. Ça représente un effort pour la collectivité de 3,5 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Là aussi, j'assume. Le prix du repas, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, c'est une prestation, ce n'est pas un impôt. Et je le redis, notre objectif, évidemment, il est clair. Aucun collégien ne restera à la porte de la cantine au motif que ses parents ne pourraient pas faire face au prix, malgré tout, qui est bas. Donc nous maintiendrons le cap. Alors, bien sûr, si on arrive à passer cette année 2023, c'est au prix d'efforts et de recherche d'efficience. Et je veux aujourd'hui à nouveau rendre hommage à chacune et à chacun de nos agents qui sont engagés auprès des plus fragiles pour faire face et pour réussir le pari de l'avenir. Notre budget 2023 en est l'illustration. Oui, ce budget est un budget de solidarité, c'est aussi un budget d'avenir, c'est un budget de confiance, c'est un budget d'engagement, c'est un budget aussi qui respectera la trajectoire de 3,8%, et c'est surtout un budget qui nous permettrait de faire face aux défis devant lesquels nous sommes placés, pour, je répète, que chacun se voie un avenir là où il a choisi de vivre.